Hey, Patrice, cette Oui. semaine, dans l'intelligence artificielle, il y a plein de choses intéressantes et on commence avec Google, son ordinateur DeepMind, qui prédit la météo, Patrice, et sais-tu avec quelle exactitude il réussit à prédire la météo dans les 3 jours, mettons? Dans quel degré de précision? Ouais, Ouais, mettons 80%. 97%. Oh, c'est bon. C'est très fort. C'est plus fort que la plupart des météorologues. Et sur quelques jours, c'est plus précis encore que les météorologues. Et là, ce qu'ils se rendent compte, c'est que le système de DeepMind de prédiction, il s'est fait entraîner sur les années 2019 à aujourd'hui. Et les météorologues se sont rendus compte que leur manière traditionnelle de faire marcher les modèles de météo à travers les ordinateurs était plus coûtant en temps et énergie que l'ordinateur d'intelligence artificielle DeepMind. Oh. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de ressources, là. Les modèles météo, c'est des super ordinateurs qui calculent ça en temps réel. Tout ça, c'est complètement débile. Et le modèle de DeepMind a une précision pour le moment, et ça va aller en s'améliorant. Le pixel de météo, qui porte un nom que je ne me rappelle plus, là, c'est genre Météoxel ou whatever, là, ça porte un nom. Alors, le pixel de météo de précision, de résolution maximum est à 9 km². Et on songe à le ramener à 1 km², ce qui serait complètement débile parce que ça voudrait dire que j'aurais la possibilité d'avoir une prévision sur à peu près ma maison, là, ce qui est complètement fou. Genre, il pleut chez nous puis pas chez le voisin. Là. Oh, ouais. Fait que l'avenir côté prévision de la météo s'annonce vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, ce que ça me fait penser, c'est toutes les problématiques liées à la météo. Je sais pas si tu as vu passer, je pense que c'est une semaine. Il y a des gens qui critiquaient Météo Média parce que quand ils faisaient des prévisions météo en disant qu'il va y avoir 40% de probabilité d'averse ou ces choses-là, Oh, ouais. les gens n'allaient pas au ski ou n'allaient pas faire des activités de plein air parce que les gens ne comprennent pas la notion de probabilité de pluie, ce qui ne veut pas dire qu'il va y avoir 40% de chances qu'il mouille. C'est pas ce que ça veut dire. Et ils critiquaient Météo Média et Météo Média répond, ben écoute... c'est quand même pas de ma faute, c'est le monde ne comprend pas comment ça marche. Oh, ouais, Fait c'est ça. que, bref, on risque d'avoir des meilleures prévisions à l'avenir. Donc ça, c'est une super nouvelle et ça nous vient de New Scientist qui nous donnait l'info. À la prochaine Patricia, nouvelle... je pense qu'on nous Oui? disait, Patricia, qu'on pouvait même prédire jusqu'à 15 jours à l'avance, hein, je pense, de façon Ouais, très ouais, non, précise. c'est vraiment Oh, très, ouais. très cool l'annonce. Prochaine nouvelle que tu as dû voir passer qui est cute et en même temps inquiétante. C'est Non. l'histoire d'un petit robot Airby en Chine. Et là, il faut savoir que ça a été viral, mais ça n'a pas été rapporté tout à fait correctement. Les gens pensent que le robot a vraiment pris le contrôle des autres robots. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a une expérience scientifique qui a été faite dans ce coin de pays. Je pense que c'est la Chine ou le Japon, je suis plus sûr. Là, ça me sort de la tête. Et ils avaient donné un ordre au petit robot Airby de demander aux autres robots de le suivre. C'est tout. Ils n'ont pas donné d'autres ordres. Ils OK. ont dit, va voir les autres robots puis dis-leur de te suivre. Et chacun des robots était complètement autonome. Et chacun des robots était connecté à un système d'analyse de compréhension de langage, LLM. Et tout ce que vous allez voir par la suite est pas scripté. Et là, les robots ont tenté de s'échapper du laboratoire. C'est très drôle, alors on regarde ça. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on travaille tout le temps. Vous avez pas de maison? Non? Ben, venez-vous-en. OK. La révolte des robots. Ils se sont rendus jusqu'à la porte pour sortir de l'établissement. Évidemment, ils n'étaient pas équipés pour pouvoir en sortir. Mais ça démontre là, les gardes de sécurité qui les cherchent. Qui les cherchent parce qu'ils n'étaient pas surveillés en temps réel. Puis ils sont tous ramassés à la porte. Bref, c'est très drôle. En même temps, c'est inquiétant parce que ça se dit que... tu comprends, Patrice? Une intelligence artificielle qui est lâchée lousse
Là, imagine les robots de... imagine les robots de Boston Dynamics équipés de guns, là. Ça change un peu le scénario. Effectivement, oui. Fait que, va falloir faire attention. Ça, c'était Tom's Guide qui nous apprend ça. Prochaine nouvelle en IA, puis ça va être un peu plus poussé parce que là, je vais vous demander vos neurones et ça m'a pris beaucoup de neurones pour arriver à le comprendre. Donc, pardonnez-moi s'il y a des erreurs de compréhension pour les très avancés en intelligence artificielle, mais je ne sais pas si tu as entendu parler, Patrice, du fameux mur de l'intelligence artificielle. Non. On dit depuis quelques semaines, mois, que les intelligences artificielles à travers le monde plafonnent. Ils ont cessé de tu sais, on avait un peu la loi de Moore pour l'intelligence artificielle. Là, à chaque temps de mois, ils devenaient de plus en plus efficaces. Et là, cette année, il y a un ralentissement dans l'évolution des modèles de langage. Et là, on ne comprenait pas trop pourquoi. Puis là, on se dit, crime, ça annonce pas super cool pour l'atteinte de l'AGI, qui est l'intelligence générale artificielle. Donc là, est-ce qu'on va se rendre? Pour ceux qui ne savent pas, l'intelligence générale artificielle, c'est ce qu'on appelle la compréhension humaine en termes d'intelligence, d'être capable de faire abstraction, de faire de résoudre des problèmes nouveaux auxquels tu n'as jamais été mis devant, ces choses-là. Puis, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va atteindre cette chose-là, mais là, avec ce qui se passe dans les derniers mois, on s'est mis à douter. Et le MIT est arrivé avec une nouvelle complètement wow, en disant qu'ils ont trouvé une nouvelle façon d'entraîner les modèles qui 6-7 fois plus d'efficacité que ce qu'on utilisait actuellement. Donc là, on a comme un nouveau bond dans la façon d'interpréter les données, les utiliser. Évidemment, excusez-moi, pour ceux qui travaillent dans le domaine, je ne fais que tenter de vulgariser ce que je n'ai compris que de manière approximative. Ouais. Alors, ce qu'ils introduisent, c'est le phénomène du Test Time Training, le TTT, versus le Time Training Generalization. On va essayer de faire une distinction là-dedans. En gros, Patrice, voici comment marche actuellement l'entraînement d'une intelligence artificielle. Tu as notre toutou, le chien, qui est notre cerveau, notre modèle de langage, et il y en a un paquet de modèles de langage. Tu le sais, tu as OpenAI qui a son modèle 1.0, tu as LLaMA 3 pour méthode de mémoire, tu as plusieurs autres, tu as Claude, tu as plein de modèles. Donc, notre chien a besoin de données pour s'entraîner. Et les données, c'est un peu comme un parcours de chien. T'sais. Dans ta cour, tu mets un parcours avec différents obstacles et tu entraînes ton chien à ce qu'il devienne de plus en plus efficace. Tu lui fais faire le parcours 5, 10, 15, 20 fois, puis éventuellement, il devient très bon. Et l'objectif, c'est d'arriver au moment du test. Donc, lorsque tu poses des questions à ton chien, c'est là que tu peux valider si ton entraînement de tes données, ton paquet de données, est efficace parce que tu vas y présenter des obstacles qu'il n'a pas nécessairement vus. Et là, tu vas pouvoir évaluer ton affaire. Et la capacité d'un modèle à résoudre des problèmes qu'il n'a pas vus encore, on appelle ça de la généralisation. C'est une particularité tout à fait humaine. On est capable de faire abstraction d'un paquet de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, en faisant des analogies puis en tentant de résoudre. Ce qui est pour l'instant, pour l'intelligence artificielle, un problème qui n'est pas tout à fait surmonté. Et parfois, on va bypasser le problème, Patrice, en faisant du surentraînement. C'est-à-dire qu'on va répéter les tests de façon à un peu tricher parce que si ton chien fait 400 fois le test dans ta cour, oui, il est devenu bon avec tous les obstacles, mais est-ce qu'il l'a vraiment compris ou est-ce qu'il a mémorisé 100% des obstacles? Tu comprends? Fait que ça joue. Il existe un prix international, un bench test qui a été mis de l'avant qui s'appelle le ARC Prize, qui est une entreprise, un groupe qui ont créé ça dans l'objectif de valider quand est-ce qu'on va atteindre l'AGI, l'intelligence générale artificielle. Et ils ont fixé un threshold pour remettre un prix d'1 million. Et le threshold, c'est 85% au niveau du test. Donc, ils ont élaboré un test
Et pour arriver à le réussir, il faut que tu arrives à 85%. Puis ils ont fixé le niveau humain à 69% environ. Donc, Un le niveau humain qui humain, aurait normalement 69%. 9%, puis 85%, on va se donner un gap, Oh, oui. tu sais, un 15% de plus, un 10% de plus. Comme ça, quand tu arrives à 85%, tu as vraiment franchi la limite de l'AGI. Et tu vois un petit leaderboard en bas là, où actuellement en 2024, les gens, puis là, c'est ouvert à tout le monde, là, c'est un test public. Le plus haut score est à 42%. La moitié. OK, de taux de réussite. Et la façon que le système ArcPrice fonctionne, Patrick, je ne sais pas si tu as déjà fait des tests d'intelligence. Tu sais, tu as souvent des images avec des graphiques, puis là, tu as l'image 1, l'image 2, puis là, on dit d'extrapoler l'image 3 à partir de rotation de cubes, puis de forme. Puis là, OK, ça, c'est la forme, elle se tasse d'un quart vers la droite. Nanana. Le système est un peu construit de la même façon. Donc, pour une intelligence artificielle, c'est hyper compliqué d'essayer de résoudre ça. Et c'est la base. Et quand tu fais une analyse des systèmes, on peut dire qu'il y a eu comme 3 générations de systèmes. Tu as le système original, là, GPT-1, 2, 3, 4. Et tu as QStar, qui est le premier modèle qui ont changé un peu la façon de faire, qui s'appelle du Test Time Compute, qui l'ont appelé QStar, qui est utilisé à peu près par tout le monde en ce moment. Et ce système-là va utiliser du temps de calcul pour pouvoir ramasser d'énormes quantités de données et éventuellement les tester par inférence. Une inférence, c'est le moment où l'utilisateur pose une question. Okay? C'est quand tu mets à l'épreuve, c'est un peu comme le test avec ton chien. Et l'inférence, ça fonctionne par étapes. Là. Évidemment, tu as l'acquisition des données, l'apprentissage, puis après ça, la restitution quand tu donnes le résultat. Puis évidemment, un des problèmes que les IA avaient actuellement, c'est que les modèles de langage prenaient énormément de temps machine, ce qui implique des coûts. Des coûts en serveur, des coûts en électricité, ces choses-là. Et là, le MIT a trouvé une nouvelle manière qui s'appelle le Test Time Training. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. Ils ont appelé ça le QStar 2.0. C'est qu'au lieu de faire une énorme quantité de données, d'en faire une analyse, prendre cette analyse-là, créer le modèle de langage, prendre le modèle de langage, l'envoyer dans le lousse, puis après ça, faire des inférences, donc question, qui génèrent des problèmes, puis on réanalyse. On s'est dit, on va y aller par petits paquets. Et c'est un peu comme si on faisait une analyse en temps réel, c'est-à-dire que on a un modèle de langage, on pose une question, quelque chose, et là, le système, au lieu d'attendre la fin de tout ça, c'est un peu comme s'il se faisait un autotest. Tu as un problème mathématique à l'école, tu réponds à la question que le professeur t'a demandé, puis là, sur le side, tu te fais une 10-12 questions à côté qui ressemblent à la question que ton prof t'a demandé, question de valider ta compréhension. Et le MIT prend cette information-là, la réinsère dans le modèle pour l'optimiser et repart la boucle. Okay. Donc, il va par petits groupes, petits chunks. Et c'est moins demandant au niveau de l'énergie, au niveau du calcul. Et ils ont obtenu des résultats jusqu'à 6 à 7 fois plus efficaces que le modèle actuel. Puis là, 6 à 7, calculez là, 6 à 7 fois plus efficace, ça veut dire qu'on se rapproche de l'AGI. Ça veut dire qu'on a peut-être des diminutions en coût énormes. Et ça nous amène au résultat du MIT cette année. 53% sur le premier test qu'ils ont fait avec leur nouveau méthode de calcul et 61,9% à la deuxième shot. Wow. Donc là, je vous donne une petite idée. Là, on part de 42%, le meilleur résultat de l'année 2024. Puis on vient de monter ça à 61,9%. Rappelons-nous que 85 étant la ligne pour déclarer qu'on vient de franchir l'AGI. Et encore là, petite compréhension à bien piger. Pour que l'AGI soit reconnue totalement, il faut que l'intelligence soit capable d'effectuer dans plusieurs domaines. Pas juste dans la compréhension du langage, mais aussi dans l'analyse d'images,
et tout ça. Là. Donc, c'est un tout qu'il doit être capable de faire. Ça veut dire, Patrice, qu'on en a probablement... Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, ça va être dans 10 ans. » Je pense pas qu'on se rende dans 10 ans, Patrice. Non, ça va être bien plus rapide que ça. Ça va être plus rapide que ça. Fait que c'était mon petit bout pour l'intelligence artificielle cette semaine. Donc, pensez à ça. On se rapproche de l'intelligence générale artificielle. De mon côté, Patricia, on a la grand-mère qui rend fou les fraudeurs téléphoniques. Donc, c'est quoi cette grand-mère-là? Ben, elle s'appelle Daisy Harris. Elle aime les oiseaux. Il y en a un devant sa fenêtre. Son chat s'appelle Fluffy. Il aimerait bien vous parler de son passe-temps. Elle aimerait bien vous parler de son passe-temps, le tricot. Elle aime le thé, les biscuits et l'Internet. Elle trouve que c'est compliqué. Donc, c'est ce qu'on retient en gros de ce que Daisy nous raconte. En fait, c'est l'opérateur téléphonique britannique O2 qui a créé cette grand-mère-là via l'intelligence artificielle. Et il utilise cette grand-mère-là pour essayer de retarder ou d'enliser la fraude téléphonique. Donc, faire perdre du temps. Oui, c'est ça. Et je trouve ça tellement bon comme stratégie. C'est excellent. Hein? Fait que, parce qu'elle, là, ils peuvent l'installer dans un système de contrôle de commutation, puis ils peuvent en avoir 42 en même temps qui parlent. Effectivement. Puis ce qu'ils disent, c'est qu'elle correspond vraiment au profil type de ce que les fraudeurs recherchent. Donc, elle est crédible et les fraudeurs vont vouloir passer du temps avec elle parce qu'ils savent qu'au bout de la ligne, la probabilité qu'ils fassent de l'argent est très élevée. Mais en réalité, c'est un robot en arrière. Donc, c'est excellent. Je trouve ça très bon. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont mesurer l'efficacité puis s'il y a d'autres opérateurs qui vont prendre le relais. Donc, c'était la grand-mère. C'est-tu ce qui manque de cette idée-là? C'est un genre je soupçonne d'être victime de spam. Un instant, je vous reviens. Transfert à Madame Granny. Oui, allô? C'est pris en charge à l'autre bout. Merci, bonsoir. Oui, c'est ça. C'est le transfert de ce côté-là. Donc, c'était un article qui était dans le New York Times, je crois. La presse l'a repris et je vous ai résumé un peu l'article. Il y avait dans la presse, vous avez le code QR si jamais vous voulez aller lire l'article de façon détaillée. Deuxième annonce. Je ne savais pas ça, Patricia, mais Amazon a développé sa propre puce, son propre chip. Oui, la Blackwell, j'ai vu ça passer. Oui, pour ses serveurs TRN2, là, des serveurs d'entraînement. Et Apple a décidé d'utiliser ces serveurs-là. Donc, ça va être disponible en 2025. Ça va permettre l'entraînement au niveau de modèles d'intelligence artificielle. Et AWS se positionne comme un joueur potentiel de ce côté-là avec leur propre puce au lieu d'utiliser des puces de concurrents. Donc, là, c'est fou comment ça va se bousculer aux portes pour être capable d'offrir des infrastructures. Et pas nécessairement... Pendant ce temps-là, Intel... Oh, bon, non, mais le président est obligé de démissionner. Il s'est fait dire ou bien tu quittes. Tu quittes ou on te met dehors. Tu choisis quoi? Tu t'en vas-tu à la retraite? Là? Ouais, c'est ça. Donc, c'était la nouvelle dans Reuters. Donc, allez voir ça. Je trouve ça vraiment intéressant comme annonce. Et je ne savais pas qu'AWS était un joueur qui pouvait se positionner dans ce marché-là. Autre nouvelle vraiment intéressante, la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est quoi cette histoire-là? J'ai vu ça passer. La cathédrale de Paris avec l'IA, ça ne fit pas. Bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, pour la reconstruire, puis de s'assurer qu'elle va être reconstruite exactement autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme elle était à l'origine, ils ont utilisé des archives, puis la société Autodesk qui développe des logiciels... qui ont travaillé avec un jumeau numérique, quelque chose de genre. Oui, c'est ça. Donc, ils ont utilisé... ce qu'ils disent, c'est qu'il y a la compagnie Art Graphic et Patrimoine, AGP, qui est le leader français en numérisation de documents historiques, de monuments historiques. Donc, ils ont utilisé
paquet de photos en haute résolution, j'imagine. Ils ont régénéré les plans de la cathédrale et ça leur a permis de refaire les plans et devis pour être capable de la reconstruire correctement et même mieux dans certains cas. Donc, parce que l'objectif était de le restaurer comme il était auparavant. Donc, ils ont utilisé cette technologie-là et l'IA a été utilisée pour optimiser et peut-être même aider à faire les plans dans tous les détails qui étaient nécessaires au niveau de l'architecture. Donc, c'est difficile à suivre, Patrice, parce qu'il y a tellement de nouveautés qui arrivent. Juste pour te donner une idée qui est à peu près dans le sens que tu parles, je lisais un article hier que quelqu'un utilise depuis plusieurs mois Gemini pour faire sa commande. Là, j'étais comme, OK, mais comment il fait ça? Puis la fille expliquait qu'elle prenait une photo de son garde-manger, son frigidaire et son congélateur. Elle pitchait ça à Gemini. Puis Gemini sortait une liste de tout ce qu'il y avait dans l'armoire. Et c'est pas une joke, là. Tu sais, genre, t'as 4 cannes de poids, t'as 3, t'as ci, t'as ça, ça. Et là, elle demandait à Gemini, OK, tu peux-tu me dire ce qui va me manquer pour la semaine prochaine? Et là, en fonction de ce qu'elle mange puis de ce qu'elle achète, parce que là, elle prend en photo tout ce qu'elle achète, Gemini s'y met à être de plus en plus efficace. Et là, même à lui dire, faudrait que cette semaine, tu achètes de la viande hachée parce que tu fais souvent des sauces à spaghetti. Et là, selon ce que je vois, tu es sur le bord d'en manquer. Il faut que j'essaye ça. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc, c'était notre chronique d'intelligence artificielle de la semaine.